Bonjour et bienvenue. Au cœur de chaque appareil qu'on utilise, tous les jours, il y a des composants, des petites bêtes invisibles qui prennent des décisions des milliards de fois par seconde. Eux, ce sont vraiment les moteurs de notre monde numérique. Alors aujourd'hui, on va essayer de comprendre ce qui leur donne leur pouvoir. On va plonger dans le monde fascinant des composants actifs. On appuie sur un bouton et hop, la magie opère. Mais c'est quoi cette magie au fond? Qu'est-ce qui, tout au fond du silicium, permet d'amplifier un son, de faire un calcul ou simplement d'afficher une image? Eh bien la réponse, elle se cache dans une catégorie très précise de composants. En fait, pour bien comprendre l'électronique, le mieux c'est de l'imaginer comme une équipe. D'un côté, on a les travailleurs de l'ombre, les soutiens, ce qu'on appelle les composants passifs. Et de l'autre, on a les vrais stars, les moteurs du circuit, les composants actifs. Alors la différence fondamentale entre les deux, elle est assez simple en fait. Les composants actifs, eux, ils ont besoin d'une source d'énergie. Ils sont branchés. Et ils utilisent cette énergie pour amplifier un signal, le contrôler, bref, pour agir. C'est vraiment eux qui injectent de la puissance dans le circuit. Les passifs, à l'inverse, ils ne font que gérer l'énergie qui passe. On peut les voir comme des péages sur une autoroute ou des réservoirs. Ils ne créent rien, ils gèrent. Une autre bonne image, c'est celle de l'orchestre. Les actifs, ce seraient les musiciens et le chef d'orchestre. C'est eux qui amplifient le son, qui contrôlent le rythme. Les passifs, eux, c'est toute l'équipe technique en coulisses. Ils s'assurent que les instruments sont accordés, que l'acoustique est bonne. L'un ne peut absolument pas fonctionner sans l'autre, c'est une synergie parfaite. Bon alors, commençons par le plus simple des composants actifs, ou du moins celui qui s'en rapproche le plus. C'est la diode. Pour se la représenter, il faut l'imaginer comme un clapet anti-retour pour l'électricité. C'est une véritable rue à sens unique. Son secret, c'est la rencontre de deux types de matériaux qu'on appelle semi-conducteurs. Ça forme ce qu'on appelle une jonction PN. Et cette jonction, elle agit un peu comme une barrière invisible, une barrière qui ne s'ouvre que si le courant arrive dans le bon sens. Le principe est tout bête. Si on applique la tension dans le bon sens, on appelle ça la polarisation directe, eh bien la barrière s'abaisse, la porte s'ouvre et le courant passe. Par contre, si on l'applique dans le mauvais sens, en polarisation inverse, là la barrière se renforce et bloque absolument tout. La porte est fermée à clé. Et cette fonction de porte, aussi simple soit-elle, elle est absolument cruciale dans notre quotidien. C'est grâce à ça que le chargeur de notre téléphone peut transformer le courant alternatif qui sort de la prise en courant continu, le seul que la batterie peut utiliser. C'est ce qu'on appelle le redressement. Mais attention, la diode n'est pas toute seule, elle fait partie d'une grande famille avec plein de spécialistes. Il y a la diode Zener par exemple, son truc à elle, c'est la stabilité. Elle est conçue pour maintenir une tension hyper constante. Et puis, bien sûr, il y a la plus célèbre de toutes, la LED, qui a ce talent incroyable de transformer l'électricité en lumière. Allez, on passe maintenant au poids lourd, le composant qui a littéralement tout changé. Si la diode était une belle innovation, le transistor, lui, c'est une révolution. C'est la pierre angulaire de toute l'électronique moderne, sans exception. Et quand on dit ça, ce n'est vraiment pas une exagération. Il faut bien se rendre compte, sans le transistor, il n'y aurait pas de microprocesseur, pas d'ordinateur, pas de smartphone, rien de tout ça. C'est l'invention qui a tout simplement rendu notre monde numérique possible. Mais alors, comment ça marche? Toute la magie du transistor, elle tient dans une idée simple. Un tout petit signal de commande peut contrôler un courant beaucoup plus grand. C'est un peu comme un robinet. Un tout petit effort sur la poignée peut libérer un flux d'eau énorme. C'est exactement ça. Et grâce à ce principe, il peut faire deux choses. Agir comme un interrupteur ultra rapide ou comme un amplificateur. Et dans le monde des transistors, il y a deux grandes familles. D'un côté, les BGT. Eux, ils sont pilotés par un courant. Imaginez qu'il faut constamment pousser une porte pour la garder ouverte. C'est rapide, mais ça consomme de l'énergie en continu. De l'autre côté, il y a les FET. Eux, ils sont pilotés par une tension. C'est comme mettre une cale sous la porte. Une fois qu'elle est en place, plus besoin de pousser. Et c'est pour ça qu'ils sont géniaux pour tous nos appareils sur batterie. Ils consomment beaucoup moins. Maintenant, imaginez un instant. On prend un transistor, puis un deuxième, puis un millier, un million, et même des milliards. Et on grave tout ça sur une surface plus petite qu'un ongle. Qu'est-ce qu'on obtient? On obtient un circuit intégré. Le circuit intégré, ou la puce électronique comme on l'appelle souvent, c'est une véritable mégalopole miniature. Dessus, il n'y a pas que des transistors. Il y a aussi des résistances, des condensateurs, tout un écosystème de composants, tous interconnectés par un réseau de rues minuscules pour réaliser des fonctions d'une complexité folle. Plus d'1 milliard. C'est le nombre de transistors qu'on arrive à graver aujourd'hui sur une seule puce de microprocesseur. Une surface minuscule. C'est une densité qui dépasse l'imagination. Et c'est de là, de cette miniaturisation extrême, que vient toute la puissance de calcul qu'on tient aujourd'hui dans la paume de notre main. Et pour construire ces villes miniatures, les ingénieurs font face à un éternel dilemme. D'un côté, il y a la technologie TTL.
Elle utilise des transistors bipolaires, elle est super rapide, mais elle consomme énormément d'énergie. De l'autre, il y a la technologie CMOS, qui utilise des transistors MOSFET. Elle est incroyablement économe, ce qui est parfait pour les appareils portables. Pour nos smartphones et nos ordinateurs portables, vous imaginez bien que le choix est vite fait. C'est toujours ce fameux compromis entre la vitesse et l'autonomie. Bon, jusqu'ici, on a surtout parlé de l'électronique de l'information. Disons les cerveaux de nos appareils. Mais il y a aussi les muscles. Comment on fait pour contrôler les courants vraiment forts, ceux qui alimentent un moteur électrique, ou simplement l'éclairage de nos maisons? Pour ça, il faut des composants bien plus costauds. On a des spécialistes de la puissance. D'abord, le thyristor. C'est un interrupteur à sens unique très robuste qui a une particularité. Une fois qu'il est activé, il reste verrouillé en position on. Ensuite, il y a le triac. C'est un peu le grand frère du thyristor. Il peut faire la même chose mais dans les deux sens du courant. C'est lui le roi pour contrôler le courant alternatif de nos prises. Et enfin, le diac, c'est le petit déclencheur, l'étincelle qui va dire au triac « Allez, c'est maintenant qu'il faut s'activer ». Et une application qu'on a presque tous chez nous, c'est le gradateur de lumière, le variateur. À l'intérieur, c'est un triac qui fait tout le boulot. Il agit comme une sorte de porte ultra rapide qui s'ouvre et se ferme à chaque oscillation du courant. En décidant très précisément à quel moment il ouvre cette porte, il va laisser passer plus ou moins de courant vers l'ampoule. Et voilà, la luminosité varie. C'est tout simple, mais c'est hyper efficace. Voilà, des diodes jusqu'aux circuits intégrés, on a vu les briques fondamentales qui construisent notre monde moderne. Mais bien sûr, l'histoire ne s'arrête pas là. L'ingénierie, ça ne s'arrête jamais. Alors la question qu'on peut se poser maintenant, c'est à quoi va ressembler la prochaine génération de composants? Qui sait, l'avenir de l'électronique est peut-être bien plus souple et même transparent qu'on ne peut l'imaginer aujourd'hui.